Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Oui, il est possible de créer 1 million d'emplois et pour cela, il faut travailler plus et donner plus de liberté aux entreprises. Ces propos sont ceux du président du MEDEF, Pierre Gattaz, dans le petit livre jaune que publie aujourd'hui même le patronat français. Des idées que nous avons décidé de prendre au pied de la lettre dans une émission intitulée « Emploi, faut-il croire ?» le MEDEF. Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Jean-François Pilliard est vice-président du MEDEF, où il est en charge le pôle social. Vous avez présidé l'UNEDIC et enseigné par ailleurs à Paris 2 et HEC. Jean-Claude Mailly est secrétaire général de Force ouvrière. Vous avez qualifié d'inacceptables les propositions du MEDEF. Votre syndicat publie le 1er octobre « Il faut sauver le service public » chez Flammarion. Élie Cohen est économiste, prof à Sciences Po, directeur de recherche au CNRS. Je rappelle votre dernier livre, « Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance » chez Odile Jacob. Enfin, Bernard Vivier est directeur de l'Institut supérieur du travail. L'IST est un centre privé de recherche, de formation et d'expertise sur les relations sociales et syndicales. Vous enseignez par ailleurs à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Dans les colonnes du Monde aujourd'hui, le président du MEDEF dit, je vous pose la question à l'envers avant qu'on en vienne aux propositions, dit notre modèle économique et social est à bout de souffle. Je voudrais savoir si, sur ce simple constat, avant qu'on discute des propositions du patronat, vous êtes d'accord. Jean-Claude Mailly. Qu'est-ce qu'on veut dire par modèle économique et social? C'est une formule assez vague. Si c'est de considérer ce que j'ai tendance à croire du président du MEDEF, que le modèle, sur ses principes, je dis bien sur ses principes, après les choses évoluent, tels qu'ils ont été créés en 1945 après-guerre sur le modèle de protection sociale, un minimum d'égalité de droit, les notions républicaines, ça c'est toujours valable. Après, les choses doivent évoluer sur leur organisation. Donc on peut bien les faire évoluer. Ah bah bien sûr. Après on va voir dans quel sens et dans quel... Tout voilà. Évolue, mais le système le fait que ce que j'appelle, je suis pas le seul à dire, une république sociale avec un minimum de valeurs, d'égalité de droits et de principes, ça ne doit pas changer. Élie Cohen, sur le constat comme ça, enfin voilà, il y a X millions de chômeurs. Sur le constat, oui, le modèle est à bout de souffle, ça c'est clair. Lorsque vous avez un ratio de dette publique sur richesse nationale qui est à 57% du PIB et que malgré ça, vous avez un taux de chômage qui reste durablement élevé, avec même un taux de chômage structurel qui baisse peu, avec même dans les périodes de très forte croissance un chômage qui est important, quand en même temps vous avez un véritable effondrement de la compétitivité du pays qui se traduit par des pertes de parts de marché, par des effondrements de taux de marge, par un effondrement de la rentabilité de l'investissement industriel dans ce pays, avec des pans entiers de l'économie qui disparaissent, et que vous avez en même temps un déficit de finances publiques qui ne régresse pas, une dette qui ne cesse d'augmenter, vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Quand en plus la performance des services publics, par exemple du système éducatif, laisse à désirer, que vous avez le sentiment que bien souvent, pour le type de dépenses qui est engagé, vous n'avez pas des résultats équivalents, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Oui. Bien sûr, je m'en doute bien, mais est-ce que vous venez de nous dire, d'une façon ou d'une autre, quand on ne produit plus, on ne peut plus partager? En tout cas, pas de la même façon. Si vous voulez, vous regardez, si vous voulez, en 25 ans, on a perdu 40% de notre emploi industriel. On a perdu 40% de nos parts de marché à l'étranger. On était le 5e pays industriel, on doit être le 9e pays industriel. Vous savez, on continue à se gargariser. La France. Bah oui, on est le 9e pays industriel. Oui. Si vous raisonnez en termes d'industrie. Il faut que je révise mes fiches. Hein, oui. Non, on est la 5e en puissance économique au monde. Mais si vous regardez, puisqu'on parle beaucoup, on dit puissance industrielle. Non. Je veux dire, on continue à raisonner comme si l'Italie ne nous était pas passée devant, comme si la Corée ne nous était pas passée devant, comme si le Brésil ne nous était pas passé devant. Non, la France est un pays qui ne va pas bien, mais je croyais que ça, tout le monde était d'accord là-dessus. Non. La France va bien. Je termine mon tour de table, pardonnez-moi. Ça, c'est un scoop. Le modèle ne fonctionne plus, il faut absolument le réformer. Il a raison, le président Gattaz? Non, le président Gattaz nous dit aujourd'hui ce qu'il a déjà dit un peu après la conférence de presse du président de la République en juillet, où il nous a, le président Gattaz, président du MEDEF, servi un discours très sinistrose. Dire que la France est à bout de souffle n'est pas vrai.
Oui, nous avons des difficultés. Je reprends tout ce qu'a dit Eli Cohen. Oui, nous sommes encore la 5e puissance du monde, ce qui est extraordinaire. Nous avons des richesses, nous avons des ressources, nous avons une stabilité des institutions, nous avons une démographie qui grandit, qui va faire de nous, dans le cours du siècle qui vient, le premier pays peuplé d'Europe. Nous avons des grandes richesses. Et oui, nous avons besoin de nous adapter. Donc oui, nous avons besoin de reprendre notre souffle. Il est faux de dire nous sommes à bout de souffle. Non, le cercueil n'est pas devant nous. Nous avons un bel avenir devant nous, mais avec des réformes de structure. Alors, je précise que le président Gattaz explique que le modèle économique et social est à bout de souffle, mais qu'il faut le réinventer, pas le casser ou le rayer d'un trait de carte. Bon, je ne demande pas si vous êtes d'accord, parce que si ce n'est pas le cas, ce serait dramatique. Ça serait dramatique. Voilà. Mais je vais y répondre de manière, en prenant des faits extrêmement précis, économiques. Depuis la mi-2008, on est en décroissance régulière. Je suis dans un secteur qui est la métallurgie, oui. La moitié du chiffre d'affaires de l'industrie française. Aujourd'hui, moins 16% de volume par rapport au point haut de la mi-2008. Les marges dans l'industrie manufacturière sont à 23%. Ça nous ramène à 30 ans en arrière. Ça, c'est la partie économique. 57% du produit intérieur brut est consacré à la dépense publique. De l'autre côté, la situation de l'emploi. Regardons objectivement. Taux historique de chômage. 40% des chômeurs sont maintenant des chômeurs de longue durée. 87% des recrutements se font en contrat à durée déterminée. Et j'ajouterais, parce que ça fait partie aussi des éléments d'un paysage, je le disais ce matin, aujourd'hui, un chef d'entreprise, il ne gère plus des salariés, il ne gère plus des personnes, il gère des normes et des process. On croule sous une bureaucratie à tous les niveaux. Donc pour reprendre ce que disent les uns et les autres, il ne s'agit pas de rentrer dans la sinistrose. Le travail qui a été proposé par le MEDEF ce matin, il consiste à dire ce que nous avons mis en place tous ensemble depuis la guerre a porté ses fruits pendant un certain temps. Nous sommes maintenant rentrés dans une période de transformation profonde et si nous voulons capitaliser sur les atouts dont il est fait mention, et on en a, il est urgent de se bouger. Jean-François Pilliard, la question, ça serait en quoi la flexibilité, la souplesse, l'aménagement d'un certain nombre de règles sociales qui jusqu'ici étaient la norme, crée-t-elle de l'emploi et de la croissance? Parce que je vais vous donner. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Prenons des choses très concrètes. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes le représentant d'un chef d'entreprise. Ça a été mon cas pendant 40 ans. Vous êtes à la tête d'une usine ou d'un atelier. Vous avez un plan de charge à un moment donné. Vous pensez qu'il est opportun d'embaucher. Quand vous regardez le paysage autour de vous, vous vous dites que si dans quelques mois ou dans quelques années, la charge varie soit pour des raisons conjoncturelles ou structurelles, pour régler un problème d'emploi, qu'il soit individuel ou collectif, 1, ça va être long, 2, ça va être cher, et 3, c'est peut-être le pire, ça va être terriblement insécurisé sur le plan juridique. Qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans? Parce qu'on n'a jamais voulu traiter les problèmes de fond, on a trouvé ces petites lâchetés dont on adore, qu'on adore utiliser en France. Qu'est-ce qu'on fait? En France, on régule l'emploi depuis maintenant près de 30 ans par le recours au contrat à durée déterminée qui alimente en partie très fortement le chômage et en faisant partir prématurément les seniors dans les entreprises. On a le taux d'emploi le plus faible d'Europe. Vous avez compris qu'il y a sans doute quelque chose que les Français comprennent difficilement, c'est qu'ils le savent très bien, 95 embauches sur 100 aujourd'hui, ce sont des CDD ou de l'intérim. Et donc, celui qui n'est pas chef d'entreprise, il se dit, mais la flexibilité, ils l'ont déjà, puisqu'ils font des CDD à tire-larigot. Mais c'est une mauvaise flexibilité, ou c'est une flexibilité qui n'est pas appropriée. Pour certaines professions ou dans certaines circonstances, le contrat à durée déterminée est une solution tout à fait acceptable. Mais quand le CDD devient la règle, c'est qu'il y a un véritable problème dans notre pays. Donc vous dites c'est de l'autre côté qu'il faut le voir. Absolument. Moi je pense que si on avait, et c'est l'objet du débat qu'on pose, idéalement avec les organisations syndicales et les différents acteurs, on devrait tirer le système en disant comment fait-on en sorte qu'une majorité de personnes
bénéficient finalement d'un contrat à durée indéterminée, ce qui aurait des effets positifs pour eux, des effets positifs pour les chefs d'entreprise et des effets positifs pour la croissance. On va détailler un certain nombre des propositions du MEDEF avant de vous redonner la parole. C'est en quelque sorte la recette des patrons pour créer de l'emploi. Pierre Gattaz confirme qu'il est possible de créer 1 million d'emplois dans notre pays. Le mot-clé est flexibilité, remise en cause à la carte des 35 heures, du CDI à travers des contrats de projet. Enfin, le patronat affirme qu'il faut travailler plus, avec la suppression de certains jours fériés, l'ouverture des magasins le dimanche et le recul de l'âge de la retraite. Le MEDEF souhaite enfin la création de contrats aidés pour le retour à l'emploi. Bref, un coup de canif au SMIC. Point sur toutes ces questions avec Margot Chouraqui et Dominique Lemarchand. Quand je dis que mon obsession, c'est le chômage, ce n'est pas une posture, c'est une réalité. Car je crois que le chômage est d'abord ce qui sape la confiance de nos concitoyens, détruit le lien social et accélère nos difficultés économiques. Une opération communication lancée au MEDEF devant un parterre de chefs d'entreprise. Objectif, créer 1 million d'emplois en 5 ans et maintenir la pression sur le gouvernement sur la nécessaire baisse du coût du travail. CICE, pacte de responsabilité après les paroles. On attend encore leurs effets. Ce qu'on demande, c'est d'accélérer la mise en place des 40 milliards. C'est d'aller plus vite et que l'argent arrive plus vite dans les entreprises. Parce que savoir qu'on va avoir une réduction d'impôts dans 4 ans, pour un chef d'entreprise de PME qui est un peu à l'agonie, qui a une trésorerie très faible, je pense à sa vie au quotidien et c'est pas pour ça qu'il va embaucher. Assouplissement des 35 heures, du SMIC, travail le dimanche, suppression des jours fériés et des seuils sociaux. Sans surprise, le MEDEF milite pour un Big Bang du Code du travail. Avec un argument phare, la France travaille 1661 heures par an, presque 200 heures de moins que la moyenne européenne. Il faut qu'on réinvente le modèle économique et social français qui a vécu. Ce moteur social ne marche plus. Il est grippé. Il faut l'améliorer. On ne dit pas qu'il faut le faire sauter. On dit qu'il faut l'améliorer pour qu'il soit compatible avec le monde qui bouge et notre compétition mondiale. Donc, nous disons la durée légale du travail, par exemple 35 heures appliquée à tout le monde. Nous pensons que c'est devenu obsolète aujourd'hui. Nous souhaitons donc que ce soit au niveau de chaque entreprise que nous puissions négocier avec nos salariés si on doit travailler 40 heures, parce que certaines entreprises devront travailler 40 heures, certaines pourront rester à 35 et d'autres pourront se contenter de 32. Mais chaque entreprise est un cas particulier, c'est un business model qui évolue dans un monde en mutation et en accélération de mutation. C'est pour ça que vous êtes sur un... Éric Malenfer en est persuadé. Je vous remercie. Ce géomètre de formation a repris il y a 20 ans la boîte de son père. Là, on a 40 projets de développement en ce moment en cours. À l'époque, ils étaient 3 salariés. Ici, vous avez tout l'ensemble, une bonne partie des géomètres experts. L'activité relevé de bâtiments, traitement des croquis, c'est sur l'ensemble des sociétés, des 7 sociétés, ça représente environ 100 personnes. Avec une croissance de 10% par an, Éric embauchera cette année une douzaine de collaborateurs. Alors, je vous présente Cyril Besdeberg. Cyril a été chez nous depuis plus de 6 mois. Il a fait un stage en master professionnel. Et son stage était pour travailler une certaine matière, qui est la détection et la cartographie de réseau, sujet que nous voulons développer. Donc nous voulons créer le poste et créer le service. Et les dispositions aujourd'hui qui permettent, les contrats de travail qui existent ne sont pas adaptés. Donc on a trouvé un accord ensemble, mais qui démarre par un CDD. Comme tous au MEDEF, Éric réclame davantage de flexibilité et plaide pour la création d'un CDI de projet. À la différence du CDD, le salarié toucherait des indemnités et l'employeur serait lui moins contraint en cas de licenciement. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que quand ça ne marche pas avec un collaborateur, on est obligé de monter un dossier, on est obligé de se fâcher les uns avec les autres, alors qu'en fait, il suffirait de se serrer la main en se disant « écoutez, ça ne marche pas, point, j'ai le droit de me séparer de vous, vous avez le droit d'aller voir ailleurs, mettons de la flexibilité, tout ça marchera ». Quand on se sépare généralement de quelqu'un, c'est pour réembaucher derrière aussi, mais en ciblant mieux, parce que quelquefois, on a le droit de se tromper, tant le collaborateur que l'employeur. Il y a 30 ans, près de la moitié des embauches se faisaient en CDI. Cette part, elle, est aujourd'hui tombée à 5%. Pour y remédier, le patronat souhaite assouplir les conditions de licenciement. Les syndicats, eux, demandent que les CDD soient davantage taxés.
Alors, on va prendre un certain nombre de mesures. On a déjà une première question qui est la suivante. Je vous la pose à vous, Jean-François Pilliard. Ce plan choc ne ressemble-t-il pas à un chantage? Régression sociale ou chômage? Mais finalement, quelle est la régression sociale et qu'est-ce qui est scandaleux aujourd'hui? C'est d'accepter la situation dans laquelle nous sommes placés. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure, on a posé le décor. Hein. Si on ne fait rien, est-ce qu'on est prêt encore pendant des années et des années à accepter que le chômage augmente, hein, à accepter que le travail se précarise hein, et à mettre en cause les grands équilibres de la société? Ça n'a rien d'un chantage. Moi, j'ai l'impression Donc vous dites que la situation est à ce point grave que de toute façon, on ne peut pas ne pas imaginer des solutions, même provocatrices ou provocantes. Mais ce qui est provoquant, c'est la situation d'aujourd'hui. C'est pas ce que nous proposons. Ouais. Nous proposons. Et par ailleurs, je voudrais insister là-dessus. On a été clair ce matin. C'est nous, on ouvre des voies de discussion et de dialogue. On ne prétend pas que toutes ces solutions doivent être mises en place du jour au lendemain. On invite à débattre pour rechercher de nouvelles solutions. Jean-Claude Maillet, puis après on va prendre les idées une par une, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est de les discuter concrètement, à commencer sans doute par les 35 heures. Mais vous voulez réagir? Oui, non, attendez, moi qui suis laïque, je vais essayer de remettre l'église au milieu du village. Ah, bon, non, parce que... voilà autre chose. Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure vous posiez la question, est-ce que, ce qu'a dit Pierre Gattaz, ouais. Est-ce que c'est un problème de modèle social économique? Elie Cohen, comme Jean-François Pilliard, vous répondent avec des statistiques, les 57% de PIB, etc. Je veux bien qu'on débatte de ça. Mais à ce moment-là, on va commencer à débattre de la politique économique menée, y compris au niveau européen, de la politique économique française, de la question budgétaire, du pacte de responsabilité, etc. Parce qu'il faut parler de tout à ce moment-là. Hein, donc, si. Non, on peut débattre très longtemps. Elie Cohen, on n'a pas la même position, on n'a pas les mêmes orientations économiques. Mais vous devriez simplement reconnaître des évidences. Non. L'économie n'est pas une science exacte, Elie Cohen. Mais si, tout à fait. Non, c'est pas de l'arithmétique. Si vous regardez c'est une science sociale. Un chiffre simple, je compte sur vous pour qu'on évite ce genre de débat. Et donc que vous preniez la parole successivement. Donc évitons ce débat. Hein, si vous considérez que l'économie c'est une science exacte, vous me faites peur en termes démocratiques. Bon, alors ceci étant, après, quand on regarde les choses, moi je veux bien, mais ce que propose le patronat, entre nous, ce qu'on a entendu ce matin, c'est pas nouveau, c'était sorti dans un journal il y a quelques jours. Moi je dis c'est de la provocation et de l'outrance. Alors le patronat a le droit de faire, le MEDEF, a le droit de faire son cahier de revendications patronales. Ça, c'est sa liberté en tant que telle. Après, on va regarder mesure par mesure. De nous dire, aujourd'hui, il n'y a pas assez de flexibilité. Ben, allez expliquer ça aux salariés, qu'il n'y a pas assez de flexibilité. Moi, je suis d'accord pour dire, il y a trop de CDD, il y a trop d'intérim, même si le CDI en stock, hein, je n'aime pas parler comme ça, mais c'est 86-87% des contrats de travail. Par contre, il y a beaucoup trop de recours au CDD, beaucoup trop de recours à l'intérim. Peut-être aussi parce que... On n'en signe plus, c'est un fait. On ne signe plus de CDI ici, on signe encore des CDI, mais très peu. Il y a trop de CDD. Non, à l'embauche. Oui. À l'embauche. Après, ça change, heureusement d'ailleurs, sinon tout le monde sera en CDI. Il y a encore 86% de CDI dans le secteur privé, hein, donc, ou 87%. Donc, nous, on avait suggéré, comme d'autres, par exemple, il faut peut-être regarder du côté de l'assurance chômage, comme ça existe dans d'autres pays, de rendre plus coûteux, etc. Bon, il y a différentes formules, mais la flexibilité, elle existe, que ce soit en matière de durée du travail, etc. Et en plus, dernier point pour le moment, quand on a rencontré le patronat, les 5 confédérations syndicales, les 3 organisations patronales, qu'on a fait ce qu'on appelle notre agenda social paritaire, mis à part la question des seuils qui va venir, etc., tout ça, on n'en a pas parlé. Donc, c'est un cahier de revendications. Comme un syndicat, un cahier de revendications. C'est pas pour ça que demain on va commencer à négocier sur les jours fériés, etc. C'est pas le propos. Ce soir, non mais le MEDEF nous le dit et nous on vous le propose. On vous dit discutons de ces idées. Il n'y a pas de tabou. La situation est assez grave. C'est pas le chiffre du chomage ce soir qui sort et qui est. Mais c'est pas une question de tabou. Enfin, moi je veux bien, mais attendez. Tiens, un seul exemple. Là, je me dis, il faut peut-être supprimer 2 jours fériés. C'est une des propositions. Oui, absolument. Et donc calcul arithmétique qui va peut-être plaire à M. Cohen. Calcul arithmétique qui est de dire ça fait un point de PIB, ça fait un point de PIB, ça fait un point de PIB. Donc ça fait 90 000 emplois. Moi je vais faire de la provocation. Je vais dire écoutez, supprimez 20 jours de congé, puis on créera 1 million d'emplois. Voilà. Oui, mais attendez, il y a quand même une différence entre 20 jours. Justement, c'est la différence entre la caricature et la proposition dont on peut éventuellement discuter. 2 jours fériés en mois dans un mois de mai qui est objectivement assez délirant, même si depuis que je suis gamin, je trouve ça très agréable. Je considère qu'une partie de ce qu'a développé le patronat depuis quelques jours, y compris au mois de juillet, ça a démarré, hein, y compris au mois de juillet, il y a une part de provocation, de mon point de vue. Attends, je dis pas que j'ai raison. Il y a une part de provocation. Ne nous engueulons pas, essayons de nous répondre. Alors. Écoutez, je passe ma vie à faire des débats partout et on débat sur toutes les opinions, sur toutes les propositions, sur tous les scénarios. Ça ne pose aucun problème.
Par contre, il n'y a qu'ici qu'on n'arrive pas à établir les données les plus élémentaires. Que ça plaise à M. Mailly ou pas, les chiffres de croissance. Dans les années 60, on avait 6% de croissance en moyenne. Dans les années 70, 5%. Dans les années 80, 4%. Dans les années 90, 3%. Dans les années 2000, 2%. Dans les années... Depuis le début de la décennie 2000, on est à 1%. Depuis 2008, on est à 0%. Qui peut croire qu'avec un rythme de croissance qui ne cesse de baisser, avec une richesse individuelle qui baisse, on peut maintenir en l'état un système qui a été conçu dans une période de forte croissance et quand les droits s'additionnaient. Qui peut croire ça? Apparemment, seul M. Mailly a l'air de vouloir y croire. C'est pas ce que Donc j'ai dit. ça, c'est pas dire ceci. Dire ceci, ce n'est bien sûr pas prétendre que l'économie est une science exacte. Personne ne soutient cette absurdité-là. Chacun sait que l'économie est une science humaine. Mais simplement, on pourrait de temps en temps reconnaître les évidences des données élémentaires. Alors, non, mais tout le monde, visiblement, n'interprète pas de la même façon les données chiffrées. Mais je vous Comment propose on en arrive là, c'est ça le problème. Comment on en est arrivé là et comment on fait pour en sortir, c'est autre chose. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire sur une base d'idées qui nous sont proposées par le MEDEF. Et je dirais qu'il faut vraiment les prendre au pied de la lettre pour en discuter. Un dernier mot là-dessus et on bascule sur les 35 heures. Oui. Alors, le débat que nous vivons, là, ce soir, là, est un peu vif. Mais il est très révélateur d'un manque de méthode dans l'analyse de la question et de la situation que nous vivons. La France n'est pas à bout de souffle, c'est mon regard, mais nous plongeons. Et nous plongeons de façon grave. Il est temps de remonter à la surface. C'est vrai. Et la question est de savoir, finalement, comment nous allons le faire entre nous. Le entre nous, c'est qui? C'est le patronat, les syndicats, le gouvernement. Oui. La conférence sociale de juillet dernier a été décevante parce qu'on a vu un État en surplomb des partenaires sociaux. Nous avons là maintenant un cahier de propositions, de revendications du MEDEF, de la CGPME a aussi apporté sa contribution, et nous avons ces propositions. Mais ces propositions s'adressent à qui? À l'État, aux organisations syndicales, il y a des négociations en cours, et l'on sent que là, c'est pas calé. Lorsque, en 2008, il y a eu l'annonce des 35 heures, le patronat et les syndicats ont provoqué entre eux une réaction dans le bon sens du terme. Ils ont lancé le chantier de la refondation sociale. L'inspiration générale était de dire assez d'entendre l'État nous dire ce que nous avons à faire, prenons nos affaires en main, discutons sur un certain nombre de chantiers. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Pourquoi? Parce que la confiance entre patronat et syndicats n'est pas au même niveau que celle que l'on avait connue à la fin des années 90. Or, nous le savons, dans les entreprises, dans les branches, au niveau national, la considération apportée à l'autre, la confiance apportée à l'autre est un élément très important du dialogue social. Observons simplement que le pacte de responsabilité au début de l'année ne s'est pas nourri d'une concertation suffisante avec les syndicats. Ça, c'est la méthode, et vous avez raison, elle est importante, et il y a des pays où visiblement ça fonctionne mieux. Je prends, on commence par ça, ce que dit Pierre Gattaz dans notre reportage. 35 heures pour tout le monde, c'est pas possible ou c'est plus possible, et alors là, pour le coup, il y a une vraie remise en cause de votre part qui consiste à dire on doit évoluer sur le principe d'une durée légale qui est imposée à toutes les entreprises. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez une extrême diversité d'entreprises en termes de secteurs. Vous avez une extrême situation de diversité également en termes de plan de charge. Le débat auquel nous appelons, c'est finalement d'introduire une réflexion sur la rigidité d'un système. Ça a été une grave erreur, d'après nous, de passer brutalement le même jour à la même heure pour tout le monde à 35 heures. Et nous ne demandons pas de faire la même erreur dans le sens contraire, c'est-à-dire de repasser à 35 ou 39 heures. Je vais prendre un exemple très concret. Que demandons-nous? C'est pas très loin, c'est à moins de 1000 kilomètres de Paris. En Allemagne, vous êtes dans une entreprise, quelles que soient les circonstances, vous avez la possibilité, en discutant avec les organisations syndicales qui sont présentes dans votre entreprise ou dans la branche, si vous n'avez pas les structures qui vont bien, de débattre de ce qu'on appelle les accords de compétitivité. C'est-à-dire, vous parlez de 3 sujets à la fois, parce qu'on ne peut pas parler de la durée du travail toute seule. Vous parlez de comment je peux gérer mon emploi, comment je débat non seulement de la durée du travail, mais de l'aménagement du temps de travail, de l'organisation du temps de travail, et de la façon dont je gère également ma masse salariale. Et par le biais de ce dialogue, chaque entreprise, dans un cadre, dans un socle,
socle, arrive à trouver des situations appropriées. En France, soit vous êtes dans une loi monolithique, soit, et c'est vrai qu'il y a eu des aménagements qui ont été apportés notamment par des accords de branche ou d'entreprise, vous restez quand même dans des univers qui sont extrêmement complexes. Il n'y a pas un chef d'entreprise aujourd'hui qui est capable, non pas qu'il ne soit pas intelligent, mais qui est capable, finalement, d'appliquer les normes sociales. Il faut des armées d'interprètes, C'est un cadre, Jean-François Billard. Voilà. Donc nous, ce que nous disons à nouveau, c'est prenant en compte la transformation de l'organisation des entreprises. À l'ère du numérique ou du digital, vous ne traitez pas de ces questions-là comme il y a 30 ans. Débattons de cela et trouvons des solutions. Est-ce que ça mérite, je vous repose la question, la remise en cause du principe de la durée légale du travail? Dites-moi oui ou non. Oui, je vous réponds. Oui, nous souhaitons avoir une durée maximale, comme cela existe dans la plupart des pays européens. Et cette durée maximale étant posée, avoir la possibilité, comme je viens de l'indiquer, de négocier au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche sur 3 éléments qui sont l'emploi, durée et aménagement du temps de travail et gestion de la masse. La durée maximale raisonnable, ce serait quoi pour vous? Aujourd'hui, en Europe, c'est 48 heures. Bon, on est à 35, donc je me mets... Non mais voilà, pour ceux qui nous écoutent, de passer de 35 à 48, même si très probablement, effectivement, il y en a beaucoup qui font déjà plus de 35 heures pour 10 000 raisons, voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est très bien, au moins vous le dites. Alors, que me répond Bernard Vivier? On reste sur les 35 heures. Oui, que les 35 heures, c'est aujourd'hui un chiffon rouge que le patronat agite devant les organisations syndicales, alors que la question est réglée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis les 35 heures en 1998-2000. En contrepartie, les entreprises ont pu bénéficier de souplesse, de flexibilité. C'était finalement une contrepartie intéressante. Et puis, en 2008, des mesures ont été prises pour que la charge, le coût fiscal, social soit atténué et que l'on puisse remonter jusqu'à 39 heures sans que les salariés et les entreprises supportent trop le coût et même tirent avantage. Bien. Eh bien, en 2012, le président de la République changeant, on est revenu sur cette mesure. Oui. La mesure n'est pas très compliquée. Il ne s'agit pas de dire on va repasser aux 39 heures, même par palier. C'est tout simplement de réinstaller cette mesure installée en 2008 et de dire voilà, le passage jusqu'à 39 heures ne va pas coûter plus cher. Et on n'a pas besoin de toucher à ce qui est aujourd'hui un dogme et qui, dans les entreprises, est absorbé, sauf en termes de coût. Mais toute l'organisation du travail est déjà aujourd'hui adaptée aux 35 heures. Le coût, lui, ne l'est pas. Et ça, c'est important. C'est la charge, la compétitivité des entreprises qui en dépend. Élie Cohen, puis Jean-Claude Mailly. Oui, moi je crois qu'on a là, sur ce sujet, une parfaite illustration de l'archaïsme du débat social. Pourquoi? La demande du MEDEF est une demande exorbitante. Ça consiste à demander à l'autorité publique de supprimer par la loi ou par le règlement un certain nombre de dispositions. Et après, il y aurait une perspective de négociation. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas réaliste. La vraie mesure, c'est la mesure qui a déjà été inscrite dans notre système et qu'il faut véritablement généraliser pour éviter les débats sur les 35 heures, c'est-à-dire de passer d'une logique réglementaire à une logique conventionnelle. Ouais, comment on passe d'une logique réglementaire? Non, mais dans ce cas, attendez, dans ce cas, la bonne politique, ça consiste à dire définissons ce qu'est le socle de l'ordre public social, à partir des lois européennes, à partir des normes. Et à partir de là, laissons effectivement aux partenaires sociaux la possibilité de passer des accords majoritaires. Nous connaissons déjà le système qui permet de parvenir à ce type d'accord. Et donc, ce n'est pas un cahier de revendications patronales qu'il faut bâtir dans ce cas-là. C'est essayer, en partenariat avec les syndicats, et d'emblée, de construire les bases de ce qui relève de l'ordre public social, bien entendu, dans le cadre des lois qui existent au niveau européen, au niveau national, et à partir de là, avoir un vrai travail de négociation avec les partenaires sociaux. L'idée de dire 35 heures pour tout le monde, c'est pas possible, vous dites oui ou non? Mais non, c'est le type même de débat qu'il ne faut pas avoir, à mon avis. Bon, très bien. Puisqu'on peut estimer que la durée légale du travail est à 35 heures. Oui. Et après, dans les accords de branche, dans les accords de secteur, on prend toutes les dispositions possibles, et notamment celle qui a été envisagée dans certains secteurs, pour estimer que le passage de 35 à 39 heures se fait dans telle et telle condition.
Jean-Claude Mailly. Je crois que ça pose deux problèmes, ce qui vient d'être dit. Il y a un premier problème qui est plus général, qui dépasse les 35 heures, c'est les rapports entre la loi et le contrat. Ça fait 10 ans qu'on en discute, les uns et les autres, avec des positions différentes. Nous considérons qu'il y a des choses qui relèvent effectivement du domaine légal, c'est de la responsabilité des parlementaires. Moi, je ne suis pas député. C'est aux politiques de prendre leurs responsabilités pour certains domaines. Et par exemple, nous, la durée légale du travail, quelle que soit la durée, c'est... Pourquoi durée légale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est la semaine, les 35 heures, la référence à partir duquel on déclenche le calcul des heures supplémentaires. C'est rien d'autre. Mais on est assuré que c'est la même chose un peu partout. Premier élément. Donc ça, le débat entre qui fait quoi, la loi, le contrat, on peut en discuter dans 10 ans, en discutant. Le corporatisme, etc. Deuxième point. Regardons les choses. La durée légale du travail, elle est à 35 heures en France, hebdomadaire. La durée effective, elle est où? Elle est à peu près à 40 heures aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans beaucoup d'entreprises, la réalité des choses fait que les gens travaillent plus. Vous savez, vous êtes dans une TPE, si le patron, une PME, si le patron vous dit, une imprimerie par exemple, j'ai une commande. Jean-Pierre, ce soir, il bosse. Il faut pas connaître l'entreprise pour penser le contraire. Maintenant, la mise en place des 35 heures, ce que disait Bernard Vivier, il a raison là-dessus. Ça s'est accompagné d'énormément de négociations. Il y a combien d'entreprises où, quand on a mis en place ces 35 heures, on est passé sur un système d'annualisation des horaires, par exemple, avec une modulation possible de la durée du travail. Une semaine où il y a un carnet des commandes qui est, ça peut être 32 heures. Et la semaine d'après, ça peut être, dans la limite 48 heures maximale européenne, ça peut être 43, 44 heures. Il y a un lissage de la rémunération et on calcule le volume, les heures supplémentaires à la fin de l'année sur une base annuelle. Si ça, c'est pas de la flexibilité, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, en fait, je vais vous dire, au-delà des questions de rapport loi-contrat, ce que cherche le patronat, là, tout simplement, c'est à pas payer les heures sup. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne joue qu'uniquement sur le coût du travail, puisqu'on peut déjà. Après, dernier point, sur les accords dits de compétitivité, etc. Bon, l'accord soi-disant historique qui a été signé l'année dernière. Avant cet accord historique, il y avait des choses. Quand il y a eu des problèmes chez PSA, François Payard connaît bien, c'est son secteur métallurgie. Quand il y a eu des problèmes chez Renault, on a négocié, loi ou pas, les syndicats, y compris le mien, et notamment le mien, quand il y a un problème, on regarde les choses. Si le syndicat est conscient et convaincu qu'il y a un vrai problème dans l'entreprise, il va aller discuter de l'organisation du travail, il va aller discuter de toute une série de choses. Et moi, j'ai appuyé ce genre de choses. C'est comme ça que PSA remonte, c'est comme ça que Renault s'en tire. Mais là, le problème essentiel, le critère, c'est à partir du moment où on calcule les heures supplémentaires. C'est rien d'autre, finalement. On peut revenir sur un point. Il y a un point important qu'il vient de nous dire, c'est que vous voulez discuter des 35 heures pour pas payer l'heure supplémentaire. C'est pas le sujet. Nous souhaitons discuter de l'aménagement et de la durée du travail pour permettre à des entreprises de mieux tenir compte de leur diversité. Jean-Claude Mailly vient d'aborder un point qui est assez essentiel et qui ne concerne pas que la durée du travail, sur lequel je sais que nous ne sommes pas d'accord, mais c'est le moment finalement d'en parler et d'en parler de façon concrète, qui est effectivement la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes en français, pour des non-initiés, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en France, vous avez le contrat de travail, vous avez l'accord d'entreprise, vous avez l'accord de branche, vous avez l'accord interprofessionnel, vous avez la loi, même si vous avez des accords qui reprend les accords. Les avenants. Vous avez derrière la loi les décrets et les règlements. Vous avez les directives européennes et vous avez la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Ça fait envie. Quand vous avez ces 9 robinets, vous comprenez que l'environnement dans lequel évolue l'entreprise aujourd'hui n'est pas un environnement qui est propice finalement à la prise de décision rapide et à l'efficacité du dialogue social. Je vais prendre un exemple sur la hiérarchie des normes. Que Jean-Claude Mailly a raison, dans les 2 entreprises qu'il a citées, il y a eu des accords, mais on a signé un accord interpro sur la sécurisation de l'emploi. Accord, on dit on peut signer des accords sur le maintien de l'emploi. Entreprise en Alsace, c'est la vraie vie. Le chef d'entreprise rencontre des difficultés. Il signe avec l'ensemble de ses organisations syndicales un accord de maintien de l'emploi pour préserver les emplois. Je maintiens les emplois pendant 2 ans. On stabilise la masse salariale et on introduit des horaires de travail différents. Tous les syndicats signent. Il a 600 personnes dans son établissement, 157 salariés qui sont parmi les plus qualifiés, qui appartiennent au bureau d'études, disent, parce qu'on est en France, moi, cet accord,
il ne s'applique pas à moi. Le chef d'entreprise doit les licencier, leur paye des ruptures individuelles. La plupart de ces gens font 30 km, partent chercher un emploi de l'autre côté de la frontière et entre-temps font un petit tour à Pôle emploi. Le même collègue de ce chef d'entreprise en Allemagne, il met en place le même dispositif. Il y a 14 personnes qui démissionnent. C'est ça la réalité des entreprises. Et c'est ça le débat sur les normes. Alors, je sais que, en l'occurrence, Elie Cohen a refusé de commenter ces chiffres, donc je ne vais pas lui demander à lui. Mais on vient d'apprendre juste qu'on avait une baisse du chômage de 0,3 au mois d'août. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire avant qu'on... Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 0,5, une baisse de 0,8. On est sur la stabilité. C'est la tendance qui compte. C'est vrai que c'est pas mois après mois le commentaire qui compte. Ce qui compte, c'est la tendance sur le long terme. Est-ce que ça augmente ou pas? Et on est sur une tendance, malheureusement, qui est une tendance sur le plus moyen terme, qui est une augmentation. On va faire découvrir quelque chose d'assez étonnant à nos téléspectateurs avec un reportage de Marie Laurent et David Lemarchand. Le chômage de longue durée est évidemment un mal français. La formation professionnelle, souvent critiquée d'ailleurs, est censée faciliter ces passages qui durent, mais il existe pourtant des systèmes efficaces et parfois tout à fait surprenants. Les entreprises à entraînement pédagogique, tout est faux, factice, faux salaire, faux bilan, faux client, faux chèque et donc faux emploi. Mais à l'arrivée, 70% d'intégration à la sortie. C'est un petit peu comme si jouer à la dinette permettait d'ouvrir un restaurant. Reportage assez surprenant donc de Marie Laurent et David Lemarchand. L'idée lui est venue il y a quelques mois sur les routes ardéchoises. Au moment même où Sandra perdait son emploi d'ingénieur chimiste, la célèbre grotte Chauvet entrait au patrimoine mondial de l'UNESCO avec d'importantes perspectives d'emploi à la clé pour la région. De quoi faire naître une nouvelle vocation. J'ai passé l'entretien en juin et j'ai eu la réponse avant l'été, courant de l'été. Alors je suis au poste d'assistante de production. On imagine les séjours touristiques en lien avec la région et ensuite on crée une brochure qu'on va proposer. On va aller jusqu'à proposer cette brochure aux clients. Nouvelle vie, nouvelle entreprise. Elle vient tout juste de signer un contrat de 6 mois dans une agence de voyage. Bonjour. Un peu particulière. Ici, vous avez un service accueil, puisque nous formons ici sur les postes agents d'accueil. Un service donc manager puis commercial. Voilà. Ensuite, vous avez ici donc le service comptabilité. 8 personnes à leur poste, 2 nouvelles recrues attendues. Une entreprise aux allures classiques à un détail près. Ici, les salariés sont en fait demandeurs d'emploi et les séjours touristiques ne trouveront jamais d'acheteurs, car tout est virtuel. Nous avons conçu des séjours divers et variés sur différents thèmes, avec la carte de l'Ardèche, donc différents sur Jean Ferrat, sur Entraigues, sur le bien-être en Ardèche. Alors ce séjour donc via Rona et à l'Ardéchoise, un séjour cycliste pour les cyclistes, est vendu à 442 € TTC, comprenant l'hébergement, l'accompagnement, l'assistance technique en cas de panne. On se met dans la peau de personnages réels dans le monde du travail et nous nous comportons vraiment... D'ailleurs, je crois qu'on oublie complètement que c'est du fictif et on fait comme si vraiment nous étions dans le monde réel. Et c'est ce qui fait, je pense, la réussite du dispositif. C'est un jeu de rôle, c'est une entreprise-école, on appelle ça un petit peu type auto-école, puisque c'est vraiment en faisant qu'on apprend. Une vraie hiérarchie, de vraies missions, mais un capital fictif et des chèques barrés. Voilà, vous voyez bien donc la mention spécimen sur le chéquier. Donc c'est la même chose qu'un vrai chéquier, mais avec la mention spécimen. Ces fausses entreprises, on les appelle entreprises d'entraînement ou pédagogiques. Il en existe une centaine en France et plus de 5000 à travers le monde, comme un grand jeu de rôle en réseau où les demandeurs d'emploi d'un pays deviennent clients d'un autre. On a un résultat, on fait des reportings pour savoir si on a effectué suffisamment de ventes, si après en comptabilité ça va équilibrer les comptes. Et... Non, on a vraiment une ligne de conduite à tenir et puis des chiffres à respecter, quoi. Isabelle a déjà exercé dans un cabinet comptable il y a plusieurs années. Elle est là pour une remise à niveau. Je suis en train d'enregistrer des achats, là je viens de comptabiliser des règlements et j'ai fait partir des remises de chèques, donc comme si j'étais en poste. Et vous avez des congés virtuels aussi ? Là j'attaque juste, donc pour l'instant on n'y pense pas trop. D'accord. Car le scénario est poussé relativement loin. Nous avons un CE. J'ai même un jour quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait créer un syndicat. Pour vous dire, voilà, ils n'ont pas fait, mais pour vous dire... Vous n'avez pas encore eu à gérer de grève pour l'instant.
Pas encore, mais j'espère que tout ira bien. J'espère que si ça arrive, je demanderai au manager de m'aider. Pas de rémunération, mais les demandeurs d'emploi continuent à toucher leurs indemnités avec de bonnes perspectives d'embauche à la sortie. Environ 70% de retour à l'emploi. Quand on est seul chez soi à faire sa recherche et puis peut-être un peu en déprime pour certains, eh bien on n'a pas accès à cela. Alors que là, ce réseau existe, il est là. On se le crée déjà entre nous parce qu'il y a du lien social qui se recrée, qui est très très important. Et je pense un moteur pour également avoir cette motivation de la recherche de l'emploi. C'est une chance, c'est quand même super d'avoir cette indemnité en apprenant, en se remobilisant et en étant sur un projet concret et actif, plutôt qu'un RSA où souvent on tombe effectivement dans un espèce de processus d'isolement, quoi. En France, 7000 faux salariés vivent chaque année cette expérience virtuelle, une méthode qui fait ses preuves depuis 25 ans. Et donc, vous l'avez compris, 70% d'entre eux retrouveront un travail à la sortie de cette espèce de jeu de rôle tout à fait étonnant qu'on vient de voir. Franchement, j'étais très surpris de voir que ça existait, de voir qu'il y avait de pareils résultats. On ne va pas régler le problème du chômage ou de la formation professionnelle avec ça, mais voilà, comment vous réagissez? C'est quelque chose qui surprend un peu parce que ça fait 25 ans que ça dure. Bien sûr, mais vous savez, dans les écoles de commerce, on apprend aux étudiants à monter des cas, à faire vivre des cas, à simuler des situations. L'apprentissage est également une très belle école où, comme l'a dit un des intervenants, c'est en faisant qu'on apprend. La formule est très belle, elle est très vraie, parce que c'est au contact du réel et pas de la théorie qu'on recherche et qu'on trouve un emploi. Donc il faut forger pour devenir forgeron, j'ai compris. Non mais je suis désolé de... Écoutez, moi je suis très surpris que vous soyez surpris, parce qu'en fait ce qu'on voit, c'est le modèle qui a été inventé il y a 70 ans aux États-Unis avec la Business School, qui est basé sur la méthode des cas, c'est-à-dire c'est comment, par des processus de simulation, d'interaction, de jeux d'entreprise, on apprend en fait véritablement ce qu'est l'entreprise, que sont ses différentes fonctions, ses différentes activités, ses modes d'organisation interne. On apprend également le travail en équipe, on apprend la négociation, on apprend la conclusion d'accords. C'est vraiment la méthode des cas, je veux dire, c'est à la base du fonctionnement des écoles de commerce. Ça a été importé en France après-guerre et ça s'est développé. Et donc qu'on applique ça à la formation de chômeurs me semble être un débouché normal. Bon, un commentaire de plus ? Ouais, moi je trouve que ce qui est remarquable et dont on devrait s'inspirer, c'est que au-delà du processus de formation, la personne qui a perdu son emploi reste dans un environnement de travail. C'est un élément fondamental de retour à l'emploi. C'est pas uniquement une question de formation en termes d'acquisition de qualification. Bien sûr, c'est une dimension importante. Mais là, les personnes que l'on voit viennent tous les jours dans un lieu qui reste structuré, avec des horaires de travail. Elles restent dans un environnement organisé de travail. Elles sont au contact de collègues, alors qu'une des grandes difficultés, notamment pour les chômeurs de longue durée, quelle que soit la formation qui leur est dispensée, c'est qu'une fois que la formation est dispensée, les personnes rentrent chez elles et sont coupées finalement de cet environnement. Donc moi je trouve que par rapport effectivement au débat qu'on a, où on voit les difficultés dans lesquelles on est placé, ça démontre effectivement qu'on est un pays qui sait faire preuve d'intelligence et qui a des ressources. La seule chose qu'on puisse regretter, c'est qu'un système de cette nature qui est assez remarquable ne soit pas effectivement davantage étendu aujourd'hui pour la formation des demandeurs d'emploi. Il voulait même un faux maillet, dites donc. Ah ouais? Oui, vous avez vu? Un faux pire aussi. non, mais attendez, là, je suis d'accord avec Elie Cohen, ça fait partie des choses, c'est de la formation dans un contexte. Bon, vous savez, il faut qu'on regarde, ça marche, 70% de réussite, ils trouvent une intégration à la fin, mais il y a d'autres choses qui marchent. Vous savez, regardez, il y a un organisme comme l'AFPA, qui est une association. Il faut savoir que les gens, des chômeurs de longue durée notamment, qui font une formation dans le cadre de l'AFPA, en moyenne, ils trouvent aussi à 70% un emploi à la sortie, un CDI qui plus est. Bon. Et pourtant, c'est une association qui a de grosses difficultés financières aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des choses qui fonctionnent, qu'on doit utiliser. On ne réglera pas tout le chômage avec ça. Il y a d'autres considérants, mais ça fait partie des choses. Oui. Quid de la montagne d'argent donnée pour la formation professionnelle, nous demande un téléspectateur ou une téléspectatrice. Est-ce qu'on peut en parler, j'allais dire, normalement? Oui, normalement, oui. C'est en soi tout un sujet. Il y a 32-33 milliards d'euros dépensés en France pour la formation. Les entreprises, dans ces 32-33 milliards, consacrent à peu près 12 milliards. Attention, pas uniquement la formation. C'est-à-dire que quand, hier, le président de la République, Sarkozy,
aujourd'hui, le président de la République, Hollande, dit tout cet argent, il va falloir l'attribuer aux chômeurs. Deux erreurs. Un, avec quel argent formera-t-on les personnes actives? Parce que la formation, c'est la meilleure des assurances chômage. Deux, si on prend tout cet argent, avec qui rémunérera-t-on les salariés? Parce que sur tout cet argent, il y a aussi les salaires qui sont maintenus. Et donc, en fait, l'argent qui est investi pour la formation, c'est l'État, les régions, beaucoup, et les entreprises, pour à peu près 13 milliards, dont la moitié gérée à peu près directement et l'autre dans des fonds paritaires. Tout cet argent est aujourd'hui bien utilisé, sauf que les tuyaux ne sont pas bien emmanchés. Donc il y a un travail de tuyauterie à faire. Mais il n'y a pas un travail de remise en cause, ni du principe évidemment, ni des fonds qui sont consacrés. Si, quand même. Si on n'en parlerait pas tant s'il n'y avait pas des vrais problèmes et si le sujet n'était pas remis périodiquement sur la table. Pourquoi le sujet est périodiquement remis sur la table? Premièrement, comme ça a été dit, parce qu'on est surpris de la modicité des moyens qui sont véritablement consacrés à la formation des chômeurs. In fine. In fine. Oui. Donc ça reste un problème. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que chaque fois qu'on passe un accord, et notamment le dernier accord, on prévoit de faire un peu plus pour la formation des chômeurs et donc d'orienter un tuyau particulier vers cette formation des chômeurs. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la question des fameux organismes gestionnaires de ces fonds de formation, les fameux OPCA. Et là, il y a un débat permanent sur la qualité de la gestion de ces OPCA, sur la part des moyens qui sont dissipés à des objectifs autres que des purs objectifs de formation, etc., etc. Donc, on parle périodiquement de la réforme des OPCA et on bute sur ces difficultés. Et puis, troisièmement, il y a un autre problème, c'est que, à tort ou à raison, il y a le soupçon qu'une partie des moyens de la formation servent à des choses qui sont parfaitement estimables, comme par exemple la rémunération de certains syndicalistes ou de certains... écoutez, je vais vous répondre. Je suis désolé, vous allez sans doute me répondre, mais lorsque ces questions sur la formation sont posées, et ils sont posés périodiquement, et d'ailleurs, là aussi, il y a un contrôle qui a été mis lors de la dernière loi qui a été passée, ça prouve bien qu'il y a un problème. Attendez, moi je veux bien... Depuis que je suis journaliste, il y a toujours eu un soupçon sur l'utilisation de cet argent. Vous auriez pu inviter M. Perrichot aussi, c'est pareil qu'Eli Cohen. Enfin, arrêtons de regarder le problème avec les choses d'objectivité. Attendez, mais on regarde les choses tranquillement. Si, mais attendez, mais moi je veux bien, mais je sors de mes gonds. Monsieur Perrichot est un parlementaire qui a fait un rapport parlementaire. Oui, il a fait un rapport. Donc vous interrogerez Monsieur Perrichot quand vous voudrez interroger Monsieur Perrichot. Eli Cohen n'est pas Monsieur Perrichot. Il eût été intéressant que tout le monde puisse accéder à son rapport parlementaire. Bernard Vivier, oui, mais j'ai pas de problème là-dessus. J'ai aucun problème. En quelques mots, s'il vous plaît. Bernard Vivier a expliqué les montants. Je ne vais pas revenir sur les choses. Attendez, de quoi on parle? J'entends Eli Cohen dire, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup pour la formation des chômeurs. Pas assez. Ok, il n'y a pas assez pour la formation des chômeurs. Ok. Qui était responsable de la formation des chômeurs, des personnes en demandeur d'emploi, jusqu'en 2004? L'État. Pour des raisons budgétaires, il serre les robinets. Après, il se défausse, il file tout aux régions. Après, on nous dit, c'est à vous, partenaires sociaux, de prendre la responsabilité de la formation. Ah oui, mais bien sûr. Une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est normal que les fonds qu'elle consacre à la formation, c'est pour ses salariés. Elle a besoin de former ses salariés. Donc l'État se défausse, les régions, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, c'est un peu le bordel, parce que d'une région à une autre, aujourd'hui avec la régionalisation, ça change. Et après on nous dit, c'est vous qui êtes responsable. Je suis désolé. Et quand on met dans l'accord sur la formation professionnelle, on n'est pas obligé de le faire. On consacre, patronat et syndicats, là, une partie de l'argent, effectivement, pour essayer d'améliorer sur la formation des chômeurs. C'est peut-être pour ça, le fait d'enfiler les 30 milliards directement aux chômeurs, ça serait peut-être plus intelligent. Et comment vous formez les gens dans les entreprises? Il n'y a pas que les chômeurs. Les chômeurs doivent être formés pour retrouver un travail, et il faut encore qu'il y ait du boulot, parce que c'est pas gagné. Et en même temps, les gens qui bossent en entreprise doivent être formés aussi. C'est tout le monde qui doit être. Et ça peut pas être l'entreprise qui va faire la formation, qui reconvertit. Moi, je souhaiterais apporter un... Rapidement. Oui, mais au même titre que mes collègues, je souhaiterais apporter un éclairage sur cette question. Il y a différents points sur lesquels, en tout cas, un certain nombre d'entre nous convergeons autour de la table. La première responsabilité d'un chef d'entreprise, avec la formation, c'est de maintenir et de développer la compétence des salariés en activité. S'il ne fait pas cette mission, eh bien, incontestablement, on augmentera encore le chômage. Deuxième point, c'est une idée complètement simpliste,
d'imaginer que parce qu'on va former X chômeurs de plus, on va les ramener à l'emploi. Les chômeurs, c'est une diversité de situations entre la conditionneuse de produits pharmaceutiques de 50 ans qui perd son emploi après avoir exercé pendant 20 ans le même métier et qui a un CAP et l'ingénieur qui part dans un plan de départ volontaire à 35 ans avec une indemnité conséquente. La requalification d'un chômeur est utile pour la remise sur le marché de l'emploi. Je ne comprends pas votre point là. La requalification d'un chômeur n'a de sens qu'à partir du moment où on a identifié pour le chômeur des emplois ou des familles d'emplois vers lesquels il est susceptible d'aller. Et le troisième point qui a été soulevé par Jean-Claude Mailly, et il faut qu'on éclaire, qu'on arrête ce débat sur on se servirait, etc. Les deux lois qui viennent de passer, la loi sur la formation professionnelle et la loi sur la démocratie sociale, ont supprimé cette histoire de préciput qui, effectivement, j'en conviens, pouvait prêter. Et pourquoi on l'a fait si ça n'existait pas? Pouvait prêter, mais c'est réglé, pouvait prêter à ça confusion. prouve bien qu'il y avait un problème. Et aujourd'hui, les partenaires sociaux, grâce au fonds paritaire de sécurisation de parcours professionnels, mettent sur la table entre 800 et 900 millions d'euros pour la formation. Il y avait donc bien un problème qu'il fallait régler. Il est réglé. Il est réglé. Bon, mais alors, maintenant, arrêtons de... Vous n'êtes pas agressé, on vous pose une question gentiment. Apparemment, c'est éruptif. Est-ce que je peux passer mon dernier reportage? Oui, alors. Non, oui ou non? Non. Alors, trop tard. Vous avez été trop bavard. Bah, c'est comme ça. Dites-moi, je reste sur la durée du travail. Vous évoquiez tout à l'heure les jours fériés. Quand est-ce que vous serez d'accord pour qu'on puisse, dans les zones touristiques, travailler le dimanche? Ça aussi, là aussi, écoutez, certains... Non, mais attendez. Il faut revoir les dispositions législatives sur le travail le dimanche. Parce qu'aujourd'hui, les lois de 2008-2009, plus personne s'y retrouve. Maintenant, s'ils ne font pas leurs courses chez nous, je vous le dis, s'ils ne font pas leurs courses chez nous, les touristes, ils iront à Londres. Mais non, ils iront à Londres, c'est pas les Chinois. C'est très simple. Vous venez pour un séjour moyen de 4 jours à Paris. Si le dimanche, vous n'avez pas de boutique ouverte, vous allez au musée le dimanche et vous allez faire les magasins le samedi. C'est pas vous qui décidez. Ça n'est pas vous qui décidez pour les touristes. Oui, c'est pas vous non plus. Ils vont à Londres. Ils vont à Londres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, attends, tiens, si on parlait de l'Allemagne. C'est un très beau pays, l'Allemagne. Il paraît que ça marche très bien, l'Allemagne. Et si on parlait de l'Autriche? Il se trouve que l'un des rares avantages compétitifs de ce pays, c'est le tourisme. Ça vous a pas échappé? Non, ça ne m'a pas échappé. Bon. Ça ne m'a pas échappé que c'est un... Et il ne vous a pas échappé qu'on est la première destination, mais qu'on est le 5e ou le 6e pour la dépense individuelle. Si vous voulez que les gens travaillent tout le temps et le dimanche, etc., tout le monde n'est pas professeur et membre de conseil d'administration de société. Bon, alors, alors ceci étant... non, mais enfin, écoutez, regardons les choses tranquillement. Alors, il faut travailler le dimanche dans les zones revoir touristiques. les zones touristiques, ça existe. Il faut revoir les zones touristiques telles qu'elles sont conçues. Moi, je conçois très bien une commune qui fait un festival tous les ans, pendant une semaine par exemple, que cette période-là, il y ait l'ouverture le dimanche. Mais est-ce que pour autant la commune, les magasins doivent être ouverts quand il n'y a pas le festival? Ça se discute. Aujourd'hui, il y a une notion très floue. Il y a les zones touristiques, il y a les périmètres d'usage à consommation exceptionnelle, etc. Donc il faut revoir les choses. Est-ce qu'il est indispensable d'aller acheter des meubles un dimanche? Est-ce que l'on peut regarder aussi les conseils, les recommandations du Bureau international du travail? C'est pas que la France, ça concerne tous les pays. Donc il faut mettre ça sur la table. Mais pour nous, sauf les secteurs, on n'envisage pas de fermer les théâtres, les restaurants, etc. le dimanche, tout ce qui existe. Mais il faut que le travail le dimanche reste une exception. C'est ce qui justifie qu'il y ait des contreparties en matière salariale, etc. Pourquoi ça vous regarde que j'ai envie d'aller acheter des meubles le dimanche? Oui, mais le jour... Et que quelqu'un volontairement travaille et puisse améliorer la vie de sa famille. Comment le volontariat? J'étais encore il y a 3 jours avec des camarades du commerce. Je ne veux pas citer l'enseigne, je ne veux pas faire de pub. Quand on les embauche aujourd'hui, dans le contrat d'embauche, il y a l'engagement à accepter, c'est pas du volontariat, à accepter de travailler le dimanche. Ça veut dire que si vous l'acceptez pas, vous êtes viré. Donc le volontariat, ça se prouve le volontariat. C'est pas effectivement. Et le jour où tout le monde travaillera le dimanche, on aura réglé, il y aura plus personne dans les magasins. Le propos n'est pas tout le monde travaille le dimanche. Vous caricaturez volontairement une idée qui peut se limiter à des champs très circonscrits. Mais qui vous dit que ça n'existe pas? Là, pour le coup, c'est clair que ça créera de l'emploi. Aujourd'hui, mais non. Attendez, regardez les choses. Il y a ça peut créer d'emplois. Tenez, Bricorama, puisqu'on en a beaucoup là, je peux en parler. Bricorama qui
a eu un gros dossier sur le travail le dimanche. Qu'est-ce qu'il a dit, le patron de Bricorama, la semaine dernière? Qu'il y a des difficultés dans l'entreprise et que l'une des raisons des difficultés, c'est l'ouverture du dimanche, c'était pas rentable. Le tourisme japonais, en France, l'industrie, le tourisme est une industrie. On discute des zones touristiques. Et le touriste japonais ne va pas chez Bricorama. Mais on discute des zones touristiques, on est d'accord. Alors, voilà, vous êtes d'accord. Mais il y a des règles communes partout. Un mot là-dessus, je vais passer aux questions SMS. Oui, assez rapidement. Il y a aussi dans ce dossier-là une grande considération, qui est une considération de société. On parle du salarié, on parle du producteur, de l'employeur, du client. Parlons aussi du travailleur également. Et du temps de respiration nécessaire dans une société, du temps que l'on peut avoir pour soi et de préférence avec les siens. C'est dans l'air n'est pas publié le samedi et le dimanche, alors que l'actualité pourrait le permettre. L'équipe de C'est dans l'air produit ses politiques tous les dimanches. Mais bon, bien sûr, mais non, mais mais le rythme, nous avons des rythmes. Et le rythme de la semaine, aujourd'hui, et dans la quasi-totalité des pays du monde, fait que le dimanche, on ne travaille pas. Voilà. Nous, on est très contents quand Jean-Claude Mailly vient faire ses politiques le dimanche. Mais moi, je travaille pas. Bah oui, non, c'est pourtant les milites, c'est pas autre chose. Non, mais ça veut dire que oui, il y a des considérations économiques, et il y a aussi des considérations d'ordre sociétal. Il faut en tenir compte. On passe aux questions SMS. L'économie française est-elle en faillite? C'est une question brutale. Non, un État n'est jamais en faillite. Par contre... L'économie française est-elle en faillite? Oui, mais enfin, l'économie n'est pas en faillite, non. La situation économique de la France, relativement à ses voisins et en termes de richesse individuelle, par habitant, se dégrade, se détériore, oui. Et c'est un processus qui est à l'œuvre depuis longtemps. J'essaie de faire tourner les questions. Ne faudrait-il pas commencer par mettre fin à l'embauche à vie des fonctionnaires? Non, je veux bien, mais... non, attendez, c'est pas une embauche, ils ont une garantie de l'emploi qui est liée au statut et au fait, c'est lié aussi au fait que le fonctionnaire doit avoir une neutralité. C'est une garantie qui est liée au statut de la fonction publique, au fait que quand vous êtes fonctionnaire, quel que soit le gouvernement, vous devez servir. Donc c'est lié à ça, la garantie de l'emploi, pour ceux qui sont titulaires, parce qu'il y a plus de contractuels dans la fonction publique que dans le privé. Dans le privé, quel que soit le gouvernement, vous levez pour aller travailler, non? Non, mais c'est pas le gouvernement qui dirige les entreprises, à ma connaissance. Sauf si elles sont nationalisées. J'aime bien quand vous prenez pour un imbécile. Bah mais c'est simplement, je voulais vous faire remarquer que ce que vous venez de nous dire, ça date un peu, quoi. Mais pourquoi ça date? On n'est pas non plus dans un système à l'américaine de spoil system où au moins les grands fonctionnaires changent, enfin les de haut niveau. Voilà, donc en même temps, quand il y a une situation de plein emploi... Mais les fonctionnaires, c'est une armée, personne ne va changer l'armée du jour au lendemain. Donc voilà, mais en revanche, on peut se poser des questions sur l'évolution de leur statut dans la société française. Même quand on est secrétaire général de FO. Quel est le problème? Il faut qu'on puisse les licencier pour motif économique. Problème vous savez que statut, quel est le problème? Ils défendent leur statut comme les salariés du privé défendent leur convention collective. Attendez, vous savez que, par exemple, je donne juste un chiffre. Alors, on ne peut pas les licencier pour licenciement économique. Ça, je suis d'accord, puisqu'ils ont une garantie de l'emploi. Mais depuis 2007, et si on prolonge jusqu'en 2017, 30 000 postes, pas des licenciements, 30 000 postes en moins dans les départements de fonctionnaires d'État. Voilà. Oui, bien sûr. Les postes disparaissent quand même, pour autant. C'est probablement pas insultant de poser sur la table ce sujet. J'ai pas dit que c'était insultant. Pourquoi ceux qui travaillent dans la fonction publique, lorsque la fonction publique évolue, par exemple la réforme qui est en cours sur les territoires, pourquoi est-ce que l'employeur État ou l'employeur région, lorsqu'il revoit son organisation, ne pourrait pas revoir autrement que par le non-départ, par le non-remplacement des départs, finalement, la structure et le volume de ses effectifs? C'est un sujet qu'il est raisonnable d'aborder. Et on est dans un pays dans lequel, à longueur de journée, on nous parle d'égalité et d'équité. C'est d'ailleurs assez paradoxal de voir que finalement, ceux qui sont menacés par leur perte d'emploi financent l'assurance chômage et que ceux qui ont la garantie de l'emploi ne contribuent nullement, finalement, à assurer cette solidarité. Ce sont des sujets qui méritent d'être débattus. Comment le chômage a-t-il pu baisser en août alors que la croissance est de 0? Alors, je sais que vous ne vouliez pas commenter le chiffre, mais vous pouvez nous commander cette incongruité révélée par un téléspectateur. Il y a plusieurs remarques. D'abord, le mois d'août est un mois où il y a du bruit statistique, c'est-à-dire la qualité de la collecte n'est pas parfaite et donc il y a périodiquement des variations qui ne s'expliquent pas par l'évolution de la situation économique, premièrement. Deuxièmement, comme vous le savez, l'activité économique est à l'arrêt actuellement.
ans. Donc normalement, il n'y a pas ni d'accélération des embauches, ni d'accélération des débauches. Par contre, comme vous le savez, dans les entreprises, il y a un stock de personnel qui est soit en excès, soit disponible, mais est conservé. Donc, vous n'avez pas d'ajustement immédiat entre l'évolution de la situation économique et le niveau de l'emploi au niveau des entreprises. Bon. Ensuite, ce qui sera important, c'est septembre. Ensuite, il y a tous les effets de la politique sociale, c'est-à-dire des emplois aidés. Les emplois aidés interviennent également et corrigent par rapport à l'évolution de la tendance économique. Donc c'est pour toutes ces raisons que se fixer sur un mois n'a pas beaucoup de sens. Question précise pour vous, Jean-François Pilliard. Le mois de mai est surchargé de jours fériés, nous dit un téléspectateur, lesquels supprimer? Pas de concertation, c'est à vous que je pose la question. Non, mais... Je suis contre la concertation. Non mais vous lancez l'idée, faut vous mettre en accord avec, j'allais dire, non pas vos arrière-pensées, puisque c'est exprimé. C'est pas des arrière-pensées, on dit simplement si on... Vous me faites sauter quoi? Mais on va pas le faire de manière unilatérale. On fait vous y avez réfléchi, non, je vous en prie. Absolument pas. On réfléchit, mais pas... tout est pas défini. On dit simplement que si on allait vers cette piste-là, par la voie de la concertation, il faudrait réfléchir, comme on le fait dans certains pays d'Europe, s'il est opportun d'accoler certains jours fériés, par exemple, à des week-ends. Voilà. Le 1er janvier à vendredi. On est prêt à en débattre. Je voudrais, parce que là aussi, c'est... quel est le sujet qu'on a posé derrière les jours fériés? On dit simplement la durée du travail en France est la plus faible d'Europe derrière la Finlande. Le taux d'emploi de la France est le plus faible taux d'Europe et le plus faible taux d'emploi que l'on connaisse en Europe. Si, à travers le débat, on nous apporte des solutions qui paraissent plus appropriées que la suppression des jours fériés, on ne refuse absolument pas d'en parler. À nouveau, ce sont des idées qui ont pour objet de faire réfléchir et de chercher ensemble des solutions aussi constructives que possible. Vous accepteriez, vous, de faire sauter 2 jours fériés si on argumente pour? Je sens que non. Pas trop. Oui. S'il y avait à le faire, puisque vous donnez... merci de répondre à ma question. Le 8 mai, c'est d'un téléspectateur. Le 8 mai, Giscard d'Estaing en 1975 l'avait déjà fait en disant la commémoration des guerres, ça sera le 11 novembre. Mais en gardant le rythme de la Marseillaise. Et puis peut-être le lundi de Pentecôte, parce que c'est pas une fête religieuse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, absolument. Et c'est une fête, et ça pourrait se faire. Cela étant, mon point de vue, non, gardons des jours fériés, mais effectivement, il faut les organiser. Vous êtes d'accord pour dire quand même que le mois de mai, c'est un peu bizarre parfois? Non, le mois de mai, on baisse d'activité, nous, à l'Institut supérieur du... J'ai envie d'être chef d'entreprise, je penserai au mois de mai, je crois que j'arrêterai tout de suite. Bien sûr. Je paye plus d'impôts, donc je consomme moins. Alors, ces questions sont d'ordre général, c'est amusant. Je paye plus d'impôts, donc je consomme moins. Est-ce trop difficile à comprendre pour la gauche? Est-ce que vous voyez le sous-entendu de la question? Oui, je vois très bien, mais en même temps, s'il paye plus d'impôts, c'est parce qu'il se trouve que, périodiquement, l'État se rend compte que comme il a accumulé énormément de déficits, il faut qu'il réduise un peu ses déficits. Et comme en France, on a beaucoup de mal à s'attaquer à la dépense, on augmente l'impôt. Si vous voulez, vous avez un cycle économique français. Vous avez commencé votre émission en parlant du modèle économique français. L'un des traits du modèle économique français, c'est le suivant. Depuis 40 ans, chaque fois qu'il y a un retournement conjoncturel, quelle qu'en soit la nature, on considère que c'est dû à une insuffisance de la demande. Donc on décide de soutenir la demande. Comment on soutient la demande? En augmentant la dépense publique. Oui. Ou en baissant les impôts. Donc qu'est-ce qui se passe? On fait une relance, effectivement. Ça se traduit par une reprise d'activité qui, en général, profite aux pays voisins, compte tenu de ce qu'est la situation de notre économie. Et donc, on accroît ce qu'on appelle le double déficit. À la fois le déficit des finances publiques et le déficit commercial. Et le déficit commercial. Et puis, l'activité repart et au bout d'un certain temps, retournement conjoncturel. Alors, le retournement conjoncturel peut être dû à une perte de compétitivité. Parce qu'avec le temps, nos coûts salariaux ont dérivé, nos coûts fiscaux ont dérivé, le coût de nos matières premières ont dérivé. Non, on décide que c'est toujours un problème de demande. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit on va augmenter les impôts pour corriger. On ne veut pas augmenter les impôts sur la consommation, parce que là, ça s'attaque à la consommation. Bien sûr. Donc on attaque comme impôt les impôts sur le cycle productif, sur les entreprises. Donc on dégrade la compétitivité. Jusqu'à la prochaine vague. Et puis après 40 ans de ce régime, vous vous rendez compte qu'on a décroché massivement, qu'on a accumulé des déficits massifs, qu'on a une dette publique qui fait 100% du PIB,
et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Un mot de Jean-Claude Mailly. Oui, non, juste, le problème en ce moment sur l'impôt sur le revenu notamment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient arriver l'impôt et qui a drôlement augmenté compte tenu de toute une série de dispositions qui ont été prises. Et je pense que l'urgence, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, l'avait annoncé, c'est tombé aux oubliettes, c'est l'urgence d'avoir une réforme fiscale, remettre de la justice et l'équité dans le système fiscal, sur les ménages comme sur les entreprises. GAD, Père Dodu, Peugeot, nos patrons sont-ils à la hauteur? Vous arrive-t-il de penser aussi qu'il n'y a pas que le système qui est responsable, mais certains de vos confrères? Il est certain que les hommes, à quelque niveau que ce soit, les hommes et les femmes dans une entreprise ont leur part de responsabilité. Quand on constate quand même le développement des entreprises françaises, on peut dire que globalement la majorité des chefs d'entreprise s'engagent dans le bon sens. Il y a parfois dans la communauté des entrepreneurs, au même titre que dans les autres communautés, des exemples qui ne sont pas de bons exemples. Ça reste heureusement marginal, mais c'est propre à toute communauté. Je ne vous poserai pas la question, mais je la cite parce que ça nous fait finalement une conclusion pas mal pour la fin de cette émission. Le redressement de la France est une obligation à laquelle les patrons, mais aussi les salariés doivent faire face en acceptant de revenir sur les acquis. On est bien d'accord. Vous voulez que je réponde ou pas? Non. Ah bon. Je vous laisse y réfléchir. Ah ben ça c'est déjà fait. Eh ben c'est très bien. Rediffusion de cette émission à 22h35. Comme ça on va créer un autre suspense pour une future émission. Merci beaucoup à nos invités d'y avoir assisté. Merci à vous d'y avoir assisté. Demain 17h45 pour un nouveau C'est dans l'air. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.